Bonjour et bienvenue au 5e chapitre de notre cours d'introduction à la physique quantique. Dans ce chapitre, nous allons traiter un autre point clé de la physique quantique, le concept de mesure. Que veut dire effectuer une mesure? Quel est le résultat possible d'une mesure? Et quel est l'état du système après la mesure? La mécanique quantique est la première théorie en physique à intégrer explicitement la question de la mesure. Jusqu'à là, qu'on mesure ou non le système ne changeait rien à son comportement. En mécanique quantique, non seulement la mesure influence directement le système, mais plus encore, la théorie traite de manière particulière les grandeurs qui peuvent être mesurées. C'est peut-être la plus grande révolution conceptuelle introduite par la mécanique quantique. J'insiste ici sur la différence importante entre physique quantique et physique classique. En physique classique, l'état d'un système est indépendant du fait qu'on fasse une mesure. Si on mesure par exemple la vitesse ou la position d'une voiture, eh bien, cela ne changera en rien l'état de la voiture elle-même. En physique quantique, par contre, effectuer une mesure entraîne en général un changement de l'état du système. La physique quantique met la mesure au cœur de la théorie, comme nous le verrons dans ce chapitre. Nous allons bien sûr voir le concept de mesure dans le cadre théorique que nous avons développé au 4e chapitre. Pour cela, démarrons toujours avec l'expérience des fentes de Young et analysons ce qui se passe au niveau de l'écran. Nous voyons ici en haut l'écran et en bas nous allons tracer l'histogramme, c'est-à-dire que nous sommons selon l'axe vertical le nombre d'électrons par unité de distance en fonction de la position x sur l'axe horizontal de l'écran, comme nous avons vu au premier chapitre. Afin de se placer dans un cas réel de mesure, nous montrons l'axe horizontal en pixels. Nous avons déjà vu que si l'on envoie les électrons un par un vers les fentes, l'impact de chaque électron est aléatoire. Par contre, au fur et à mesure qu'on augmente le nombre d'électrons envoyés, on voit apparaître les franges d'interférence. Nous avons déjà vu également que ces franges d'interférence correspondent à la distribution de probabilité de présence de l'électron dans l'espace, qui est donnée par le module carré de la fonction d'onde. Par contre, il y a une remarque importante à faire ici. La propagation de l'électron est de type ondulatoire, autrement dit, l'électron est délocalisé dans l'espace. Par contre, la mesure localise bien l'électron dans un seul endroit de l'écran, ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. Ce n'est qu'après un grand nombre de tirs que nous voyons apparaître les franges d'interférence. Autrement dit, ce n'est qu'après un grand nombre de tirs que nous pouvons mesurer la distribution de probabilité de présence dans l'espace. J'insiste sur le fait que l'électron est bien délocalisé dans l'espace avant la mesure. Par contre, le processus de mesure localise bien l'électron dans un endroit de façon aléatoire et suivant une loi de distribution donnée par le module carré de la fonction d'onde. Autrement dit, les points de l'écran sont des résultats possibles de la mesure de la position de l'électron, qui est au départ délocalisé. Pour mieux exprimer ce concept, faisons encore un autre exemple sous forme de jeu. Imaginons que l'électron c'est moi. Or, je suis sur cette partie de l'écran, en même temps je suis là, et en même temps, je suis ici dans cet autre endroit, et là encore, et là aussi, et partout sur votre écran. Je suis donc délocalisé sur votre écran. Si vous effectuez une mesure de ma position sur l'écran, par exemple en touchant l'écran, on va voir que, voilà, je suis juste dans cette partie de l'écran. C'est-à-dire que dans la mesure, vous allez trouver l'électron, dans ce cas mon visage, dans un endroit ou un autre de l'écran. Mais au départ, mon visage était bien délocalisé sur l'écran. Imaginons maintenant d'envoyer un autre électron, qui est toujours représenté par mon visage. Je suis alors à nouveau délocalisé sur l'écran. On peut répéter la mesure en touchant l'écran et voilà, je suis maintenant localisé dans un autre endroit de l'écran. Donc, au départ, je suis bien délocalisé, mais la mesure va me localiser quelque part sous l'écran d'une façon aléatoire, mais en suivant toutefois une loi de distribution de probabilité bien précise qui est donnée par le module carré de la fonction d'onde. Ce qui est important de comprendre, c'est ce contraste entre avant la mesure où l'électron est délocalisé et après la mesure où l'électron est localisé dans un seul endroit de l'écran. C'est-à-dire qu'on ne mesure toujours qu'un seul endroit à la fois où la particule est localisée, même si au départ elle est délocalisée.
Autrement dit, quand on fait une mesure, on ne mesure qu'une seule valeur de la position et cette valeur fluctue d'une mesure à l'autre selon une loi de distribution de probabilité. Je veux insister ici sur un point fondamental. Habituellement, quand on utilise des probabilités, c'est parce qu'on ne connaît pas assez bien le système. Autrement dit, dans le langage commun, on parle de probabilité pour indiquer la méconnaissance du système. Mais si on connaissait parfaitement le système, la question des probabilités ne se poserait pas. Imaginons par exemple de jouer à pile ou face, où nous disons qu'il y a 50% de probabilité d'avoir pile et 50% de probabilité d'avoir face. Eh bien, si nous connaissons parfaitement tous les paramètres en jeu, donc la masse de la pièce de 2 euros, l'impulsion que je vais lui transmettre et ainsi de suite, eh bien, on pourrait prévoir avec exactitude si je vais mesurer pile ou face. Donc, dans ce cas, ce que j'appelle un phénomène probabiliste est en réalité juste lié à la méconnaissance de l'ensemble des paramètres. La même chose, par exemple, est valable pour la météo ou bien pour les prévisions d'évolution de la bourse, où l'aspect probabiliste rentre en jeu uniquement par la méconnaissance des paramètres du système. En physique quantique, la situation est très différente. L'incertitude est intrinsèque. Elle n'est pas due à notre manque de connaissances. Comme on le verra plus tard, si on essaie d'acquérir plus de connaissances sur le système, par exemple pour savoir si la particule est passée par une fente ou par l'autre, on change son comportement. Dès qu'on mesure la présence de la particule quelque part, elle cesse d'être délocalisée dans tout l'espace et devient localisée à l'endroit où on l'a observée. On parle d'effondrement du paquet d'ondes, appelé aussi réduction du paquet d'ondes. La physique quantique est intrinsèquement probabiliste, contrairement à la physique classique. Autrement dit, même si on connaît complètement l'état du système, eh bien, le résultat de la mesure sera tout de même aléatoire, parce que c'est un phénomène probabiliste en soi. C'est d'ailleurs cet aspect de la théorie qui dérangeait beaucoup Albert Einstein, qui a été l'un des pères fondateurs de la physique quantique, mais qui a toujours refusé d'accepter que la nature soit intrinsèquement probabiliste. Les expériences ont ensuite montré qu'il se trompait et qu'il faut bien accepter l'aspect intrinsèquement probabiliste de la nature. Mais revenons à l'expérience des fentes de Young. Vu que l'on parle de valeur aléatoire de la mesure de la position, cela a un sens de définir la valeur moyenne de la position. Considérons par exemple la position x selon la direction horizontale de l'écran. Si les électrons sont dans un état psi décrit par la fonction d'onde psi de r et t, la valeur moyenne de la position selon l'axe des x sur l'écran sera donnée par la valeur moyenne de l'opérateur position x que nous pouvons écrire ainsi en suivant la notion de produit scalaire et d'opérateur position que nous avons introduit dans les chapitres précédents et qu'on peut réécrire ainsi. On voit d'ailleurs que ce calcul est équivalent à la définition de valeur moyenne dans la théorie des probabilités en prenant comme loi de probabilité le module carré de la fonction d'onde. Nous pouvons aussi calculer l'écart quadratique moyen en suivant toujours les notions introduites lors du formalisme de Dirac. L'écart quadratique moyen caractérise la dispersion des valeurs possibles autour de la valeur moyenne. De même, nous pouvons calculer la position moyenne de la position selon y, c'est-à-dire l'axe vertical de l'écran, en faisant les mêmes passages, mais en prenant cette fois-ci l'opérateur position y et ainsi de suite. On remarque au passage une autre chose importante. En appliquant la définition d'opérateur adjoint, définie au chapitre précédent, et en effectuant ce simple produit scalaire, on voit facilement que l'opérateur position est auto-adjoint, autrement dit qu'il est égal à son adjoint. Dans le langage que nous avons introduit lors du formalisme de Dirac, l'opérateur position est donc une observable. Vu que nous parlons de mesure, je vous rappelle aussi que dans le troisième chapitre, nous avons vu que les valeurs possibles pour l'énergie d'un système sont les valeurs propres de l'opérateur hamiltonien. Nous allons maintenant mettre tout cela ensemble. En se rappelant des concepts introduits lors des deux chapitres précédents, l'ensemble de ces observations se généralise dans le troisième postulat qui stipule qu'à chaque grandeur physique A, on peut associer une observable caractérisée par un opérateur linéaire hermitien agissant dans l'espace des états du système. Un opérateur non hermitien correspond donc à une grandeur non mesurable. Les résultats possibles pour une mesure de la grandeur physique A sont les valeurs propres de l'observable A. La valeur moyenne des résultats possibles pour une mesure de l'observable A est donnée par ce produit scalaire où psi est l'état du système juste avant la mesure. Après la mesure, le système sera dans l'état propre associé à la valeur propre mesurée.
On retrouve ici la réduction du paquet d'ondes que nous avons mentionné tout à l'heure. J'insiste ici sur la non-trivialité de chacun de ces points qui sont le fondement même de la physique quantique. On remarque la profonde différence entre le concept de mesure en physique classique et le concept de mesure en physique quantique.